Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire PackMind. Nous allons encore attendre une petite minute pour laisser le temps à tout le monde de rejoindre ce webinaire. Bonjour Séverine. Salut Laurent, ça va? Bon, très très bien, et toi? Ça va, oui. Content Toujours d'être l'été, là. toujours l'été à Besançon? Ah non, là on n'est plus en été, hein. C'est fini. Ouais, c'était un peu ironique. Ah, parce qu'il y a un été à Besançon, donc. Absolument. Il fait même très chaud des fois. Bon, Séverine est la plus grande défenseuse du climat bisontin, donc je la taquine un peu. Absolument. C'est un endroit qui est tellement vert, tellement magnifique. Tu sais on est là pour parler de coaching, hein, Ah bon? de Besançon. Non, on peut parler de Besançon qui a aussi une très grande histoire entre la France et l'Empire, le Saint-Empire germanique, et plus la Suisse qui est pas loin. Bon, Donc, je sens qu'on va apprendre plein de choses. non, non, non. Là, je me suis préparée pour le coaching. Très bien. Je me suis dit, mince, je me suis trompé de sujet. All right. On va démarrer. On a déjà pas mal de personnes qui ont rejoint le webinaire. Donc, encore une fois, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc, avec Séverine et durant la prochaine heure, vous parler de coaching. Alors, Séverine, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la laisser se présenter, mais pour partager on va dire un tout petit secret, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pendant une quinzaine d'années avec 3 entreprises différentes, alors qui ne sont pas PackMind. Peut-être un jour ça viendra, qui sait. Mais voilà, Séverine avait rejoint la première société que j'avais cofondée en 2005, si ma mémoire est bonne, en tant que stagiaire. Et Ouais. aujourd'hui, voilà, Séverine a fait beaucoup de chemin, donc tu nous en parleras un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas PackMind, donc PackMind est une plateforme qui permet à l'équipe, aux développeurs d'accélérer la montée en compétences sur les bonnes pratiques, qui permet aux tech leads de capturer les bonnes pratiques de développement lorsqu'ils font un refactoring, une code review, et puis ensuite de partager ces bons gestes, ces bonnes pratiques, ainsi que on va dire les bons gestes standards de l'industrie sur tout langage et tout type de framework, avec l'ensemble de l'équipe, dans l'IDE, l'ensemble des développeurs, comme je le disais, pour accélérer la montée en compétences. Et donc, nous organisons chaque 2 semaines des webinars, soit sur des sujets de leadership, soit sur des sujets techniques. On avait il y a 2 semaines le plaisir de recevoir une experte sur le sujet React. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir Séverine, qui est l'une des rares manageuses à avoir une formation et certification en coaching. Donc le titre du jour, c'est du coaching aux équipes très performantes. Et Séverine, tu vas nous en dire un petit peu plus. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et, comme je le fais habituellement, partager un fun fact sur toi? Euh, oui. Donc, je suis Senior Director of Engineering à Smarbert. Donc, c'est une entreprise pareil, au niveau international, hein. Elle est basée à Boston et on a pas mal de filiales, dont une filiale en France. C'est pour ça que je suis à Besançon. Mais plein d'autres filiales. Moi, j'ai des collègues au Royaume-Uni, en Pologne, en Inde, et puis aussi en Irlande. Enfin, en tout cas, dans divers autres pays. Donc moi, les équipes dont je m'occupe, c'est des équipes d'ingénierie logicielle, donc globalement, essentiellement des développeurs, des QA et puis des managers ou des directeurs pour ces gens-là. Ça représente environ 140 personnes qui sont réparties un peu plus d'une quinzaine d'équipes Scrum qui travaillent sur une dizaine de produits, des produits Smarbert. Donc moi, tous les produits sur lesquels mes développeurs y travaillent, c'est des produits dans le domaine du test. Donc il y en a des très connus, comme des test managers Zephyr
ou alors Test Complete dans le domaine de l'automatisation de tests, mais aussi, on a pas mal de petits challengers, comme Reflex, qui est une de nos dernières acquisitions, notre souhait, c'est qu'ils deviennent les grandes demain. Après, quand je parle en termes je vous dis une quinzaine d'équipes Scrum, c'est pas tout à fait correct parce que c'est une quinzaine d'équipes, mais en fait, chaque équipe est complètement différente. Et SmartBear fonctionne beaucoup par acquisition. Alors, on a des produits qui ont été développés à l'intérieur de SmartBear, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés par des acquisitions. Donc, tu peux imaginer que, comme ça, les équipes, elles arrivent avec des produits, avec des pratiques qui sont complètement différentes, des niveaux de maturité aussi qui sont complètement différents. Et ça, c'est un truc que moi, j'adore. Il y a vraiment plein de choses. Quand toi et moi, on a travaillé ensemble, on était surtout dans des petites startups, on décidait de ce qu'on voulait faire. Là, les équipes arrivent, elles ont leur propre practice, elles ont aussi des choses que nous, on n'aurait jamais fait, et vice-versa. Donc, ça, c'est... Ouais, je me souviens qu'on a eu le plaisir de faire l'acquisition aussi de Cucumber, donc peut-être certains connaissent pour tout ce qui est BDD. Et donc équipe ultra performante, comme l'équipe IPTES d'ailleurs, avec on va dire plusieurs déploiements par jour en production. Et à côté de ça, tu as des équipes aujourd'hui qui réalisent encore peut-être une fois par mois, donc un contexte extrêmement varié. Le fun fact, c'est vrai, tu n'y échapperas pas. Le fun fact. Il y a 7 ans, j'ai décidé de commencer d'apprendre la musique, sachant que je n'avais pas du tout fait de musique quand j'étais à part la flûte au collège. Et l'année dernière, figure-toi que j'ai eu mon diplôme de fin de 2e cycle en formation musicale. Eh ben, bravo. Et que comme il n'y avait plus de place dans les instruments que tout le monde veut, je me suis rabattue sur le département de musique ancienne et ça fait 6 ans que j'apprends le clavecin. Je suis pas très bonne, mais voilà. Waouh. Félicitations. Bon, là, c'est aussi une autre première avec le diplôme de coaching sur ce webinar. Bravo. Alors, pour avancer sur l'agenda, donc, on vous a préparé 3 parties. À commencer tout d'abord par qu'est-ce que le coaching? Parce que vous verrez qu'il y a effectivement souvent des raccourcis que l'on fait qui sont inexacts et tu nous en diras plus, Séverine. Pourquoi, et je sais que tu as des convictions extrêmement fortes sur le sujet, hein, pourquoi est-ce que, à ton sens, chaque leader, chaque manager devrait apprendre le coaching et utiliser parfois sa casquette de coach dans certains contextes que tu nous préciseras? Et puis enfin, partager des exemples de transformation. Alors quand je dis transformation, c'est transformation d'individus ou bien d'équipe par le coaching et au travers du coaching. Donc voilà ce que nous avons au menu du jour. Et pour commencer, j'ai une première question pour toi, Séverine. Comme je l'ai dit, tu es une des rares personnes à avoir fait une certification de coach. Pourquoi en premier lieu t'être formé sur le coaching? Oui, alors moi, je viens du monde de l'extreme programming à la base. Quand j'ai commencé dans ce métier-là. Et puis, dans l'extreme programming, par exemple, il y a le coach XP, qui est une sorte d'ancêtre du Scrum Master. Donc, il y avait déjà ce vocabulaire de coach qui était là. Puis après, j'ai entendu parler de coach agile. Et puis, on en entendait beaucoup parler. Puis quand je suis devenue lead ou manager, il faut avoir une position de coach. Pour être un bon leader, il faut absolument savoir coacher ses équipes. Beaucoup d'injonctions, donc j'avais un peu du mal à m'y retrouver. Puis je trouvais surtout que les informations que je récupérais, elles étaient un peu contradictoires. J'ai suivi des petites formations, des MOOC, ce genre de choses-là. J'ai lu pas mal de livres. J'ai lu des trucs sur la psychologie, sur le management. Mais je trouvais vraiment qu'il y avait un truc qui me gênait. Je trouvais que c'était contradictoire et j'avais du mal à comprendre quelle position je devais avoir. Et puis, je savais qu'il existait des vrais coachs, des coachs professionnels certifiés, parce que j'ai pas mal assisté à des conférences comme à l'époque les XP Days ou les Agile Days. Et puis il y avait une fois, il y a un Agile coach qui avait invité un vrai coach. C'était rigolo parce que il disait je voulais me former, et puis je me suis dit en fait je vais aller voir ce que c'est qu'un vrai coach.
Et voilà, je savais que ça existait, qu'il y avait quelque part des vrais coachs, des coachs qui étaient certifiés, qui avaient suivi une formation particulière, bossaient beaucoup avec des exécutives ou des patrons de boîtes, des managers, des leaders. Enfin voilà. Et j'étais dans ce moment de flou où, en tant que manager, ça faisait un moment que j'étais manageuse, hein, ça faisait, je sais pas, 6-7 ans que j'avais commencé, donc j'avais quand même déjà de l'expérience, mais j'avais l'impression qu'il me manquait un truc. Et puis, la pandémie arrivant, on se pose des questions, et puis je me suis dit, mais en fait, il me manque une formation quelque part. Et donc, moi, j'ai trouvé une formation, donc la formation de coaching que j'ai fait, c'était avec HEC, c'était pendant 10 mois, en fait, sur 7 sessions de 4 jours à chaque fois, avec plein de choses à faire entre les sessions. Et enfin, voilà. Et c'était une formation destinée à des gens qui veulent devenir coach certifié, ou alors à des gens comme moi, ou des gens qui travaillent dans la RH, qui veulent comprendre mieux comment fonctionne le coaching. C'était ça à la base. Très bien. Le cheminement en lui-même est extrêmement intéressant. Et donc, pour commencer par notre première question, qu'est-ce que le coaching alors? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et ce que ce n'est pas aussi? Oui, c'est justement une question intéressante. Parce que qu'est-ce que n'est pas le coaching d'abord? Parce que ce terme, le coach, il est assez galvaudé. Le coaching, c'est pas de l'enseignement, c'est pas du mentorat, c'est pas du consulting, et puis c'est pas non plus un entraîneur sportif. Là, dans ce que je vais parler, je parle des coachs certifiés, c'est rien de tout ça. Le coaching, ça va être un accompagnement, c'est un processus créatif qui va inciter un client à maximiser son potentiel personnel et professionnel. Donc c'est vraiment un client qui vient voir le coach. Et le client, il vient avec un objet, une problématique, un objectif, et le coach, il va être là pour l'accompagner dans l'exploration de cet objet. Et sur quoi le coach, il va travailler? Il va travailler, donc il y a le coaché, et il y a la problématique du coaché. Et donc, il va travailler sur la relation entre le coaché et son objet. Donc, le coach n'est pas un enseignant. Il n'est pas là pour apporter une connaissance au coaché. C'est pas non plus un consultant. Un consultant, il arrive, la personne a un problème, puis le consultant est expert du problème et il est là pour résoudre le problème. Donc voilà, le coach, c'est pas un consultant. C'est pas non plus un mentor. Un mentor, c'est encore quelque chose de différent. Un mentor, c'est par exemple, moi, je pourrais être un mentor pour quelqu'un qui, parce que je suis directrice en ingénierie, voilà, quelqu'un qui est aussi directeur en ingénierie, mais avec moins d'expérience que moi, et qui veut avoir des conseils. Voilà. Là, ça serait mentor. Et le coach, c'est pas ça non plus. Et puis, juste pour finir, c'est pas non plus un thérapeute. Parce que la thérapie, on va travailler sur le passé de la personne. Le coach, il ne travaille pas du tout sur le passé de la personne. Il travaille sur le moment présent, sur la problème et le lien entre la personne, le coaché tel qu'il est là maintenant, la problématique telle qu'elle est là maintenant, et on va potentiellement se projeter un peu vers le futur. Ses objectifs. Voilà. Et puis, alors attends, parce que avant ça, juste pour information, normalement, donc c'est le coaché qui arrive, il a une problématique, il vient voir le coach, et puis il lui dit, je voudrais travailler là-dessus, et ils vont décider à l'avance comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble. Combien de séances? 5 séances, 10 séances, quand? Tous les temps de temps? Oui, non. Et le temps, en fait, entre les séances est aussi très important. Parce que quand je te parlais du temps présent, la deuxième séance, il s'est passé quelque chose. Et donc, maintenant, on reparle d'un nouveau temps présent. C'est pas qu'on oublie tout ce qui s'est passé avant, mais maintenant, ce qui est important, c'est le temps présent. Et puis, un truc qui est hyper important, donc c'est ce point-là, c'est le coach. Alors ça, moi, ça m'a hyper surpris. Il est censé en connaître le moins possible sur le sujet pour ne pas se faire influencer par sa propre expérience dans l'exercice du coaching. Je te donne un exemple. Parce que pendant la formation, j'ai dû faire des vrais coachings. Ça faisait partie de la formation. Pendant 6 mois, on devait coacher des gens, des vrais gens. Et donc, l'idée, c'était qu'il ne fallait pas que je coach des gens qui étaient dans le même domaine que moi. Parce que sinon, j'aurais projeté ce que je sais, pensé que mon expérience
pourrait les aider. Et c'est pas ça le rôle du coach, pas du tout. Ouais. Est-ce que du coup, tu as des exemples de problématiques? Oui. Donc, en exemple, moi j'ai eu, ça se passe pas bien du tout avec mon chef, Ouais. qui doit être une théorie un peu classique, mais aussi, je suis en train de changer de poste. Voilà, j'ai donné ma démission et j'ai un autre poste. Et en fait, je veux être parce que voilà, dans mon précédent poste, ça s'est pas bien passé. Donc là, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Il y en a d'autres, c'est je veux être promu, mais j'y arrive pas. Donc derrière, on veut comprendre quoi mettre en place. Il y a derrière cette volonté d'être promu. Un hyper classique, c'est j'ai des difficultés avec mon équipe, ou alors je veux changer de job. Mais voilà, il y en a plein. C'est la générique, celle que je t'ai donnée. Souvent, les gens ils viennent à quelque chose d'un peu plus précis. Tout à fait. Alors, je souriais quand tu disais j'ai des problèmes avec mon chef, parce que je crois qu'il y a au moins une personne de ton équipe qui assiste à ce webinaire. Donc, j'imagine que ce n'est pas elle qui est venue te voir en disant j'ai un problème avec mon chef. Non, ça absolument pas. Il y a une des questions qui me brûle les lèvres, et j'imagine qu'elle est aussi sur les lèvres de beaucoup des participants, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Il y a cette distance entre le coach et le coachee. Et on doit être, comment dire, le plus distant possible du domaine et de la personne. Évidemment, c'est très contradictoire avec le fait d'être manager et d'avoir cette position de coach avec nos équipes. Donc, tu nous en diras voilà, un petit peu plus sur le sujet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, maintenant, je sais que c'était l'origine de pourquoi j'ai décidé de faire cette formation. C'est parce que j'avais prendre ce problème-là. Voilà, en tout cas, dans une séance de coaching, on va essentiellement interroger les croyances, les émotions et le ressenti du coaché, là, maintenant, en ce moment, pour travailler sur les réponses, les solutions et les challenges liés à la problématique. Donc, dans une séance de coaching, on part du principe que c'est le coaché qui est l'expert de sa problématique. C'est lui qui a sa solution à la problématique et qui va être capable de la trouver. C'est pas le coach, c'est le coaché. Le coach, il est là pour accompagner, poser les bonnes questions pour faire accoucher, on va dire, le coaché de ses propres solutions. Mais voilà, c'est vraiment le coach qui est responsable de trouver la solution. Un coaché qui voudrait rien faire, bon, pourquoi il serait venu voir un coach déjà? Mais voilà, c'est la responsabilité du coaché d'être investi là-dedans. Et le coach, il accompagne le coaché dans l'appréhension de la problématique. Et puis, je parlais du temps. Donc, il y a beaucoup le temps présent qui compte. Il y a le temps entre deux sessions. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux sessions? Et des fois, c'est impressionnant. Tiens, l'exemple qu'on disait tout à l'heure, donc c'était une jeune fille qui avait un problème avec son chef, qui vraiment, il y avait un vrai problème avec le chef. Je pense que le chef, il était limite harcèlement moral. Moi, j'étais même un peu inquiète pour cette jeune fille. Et puis, en fait, la session d'après, elle avait dans sa tête, elle avait switché. C'était plus devenu un problème. Ok, il était un peu toxique, machin. Elle le cloisonnait et puis alors elle est allée de l'avant. Moi, ça m'a fait impressionner. C'était impressionnant. Une vraie transformation. Voilà. Oui. Une vraie transformation. Après, donc, ce que je te disais, le temps est important entre les séances. Et puis aussi, c'est borné. On sait qu'on va faire 5 ou 8 ou 10 séances et c'est tout, quoi. On n'est pas sur une thérapie, on ne sait pas quand ça va se terminer. On a des objectifs. L'objectif, voilà. Le coaché a ses objectifs et c'est un temps borné. Et donc là, je veux introduire un warning. C'est juste, attends. Le coaching, comme il s'inscrit sur un temps assez long, il n'est pas adapté pour des situations urgentes. S'il y a le feu à la maison, c'est pas le moment de coaching. Si vous avez un problème en production, c'est hyper urgent, on n'est pas là pour faire du coaching. Le coaching, c'est pour une transformation sur le moyen terme, on va dire,
quelque chose qui va durer. On n'est pas là pour résoudre un problème juste là, maintenant. Ça ne marche pas. Il ne faut pas essayer. Enfin, vous pouvez essayer, mais ce n'est pas l'objectif. Ouais, faut bien choisir sa casquette. Est-ce que je suis en mode mentor, en mode tech lead ou en mode, on va dire, coach. Alors, comme tu parlais de l'importance du timing, j'avançais un petit peu puisque effectivement le temps passe et on a énormément de choses à partager aujourd'hui. Donc, autre question pour toi, Séverine. Le coach donc n'est pas là pour donner des conseils. Tu disais bien, c'est pas un mentor. Qu'est-ce que le coach fait ou qu'est-ce que tu fais typiquement pendant une séance de coaching? Alors, le coach, il va chercher à être en empathie avec le coaché pour se placer dans la perspective du coaché et imaginer à quoi ça ressemble d'être dans la situation du coaché. Imaginer ce qu'il pense, ce qu'il ressent. On va faire des hypothèses et on va poser des questions. On dit, en fait, on suit le coaché à la trace et on dit que le coach danse avec le coaché. Donc, pour ça, un des très gros outils qu'on utilise, c'est donc l'active listening, je ne sais plus comment on dit ça en français. L'écoute active, non? Désolée. Oui, l'écoute active de Carl Rogers et Richard Farson. C'est une technique de communication qui a été inventée à la base, pas pour le coaching, c'était pour les thérapies, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser à plein d'endroits. C'est utilisé, oui, alors en thérapie, en coaching, mais c'est aussi utilisé en résolution de conflits, en communication non violente. Donc, déjà, on va s'assurer que la personne, elle se sent, on est là pour l'écouter, donc elle se sent accueillie, qu'elle se sent bien, parce que l'idée, c'est de créer de la synchronisation, la synchronicité avec le coaché. Et on lui montre qu'on est 100% à son écoute. Donc voilà, qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir bien? Est-ce que tu te sens bien? Je sais pas, comment est ta chaise? Est-ce que tu es bien placé? Voilà. En tout cas, on se met dans une situation où on s'assure que la personne, elle va pouvoir parler correctement. Elle va se sentir libre de parler, elle va se sentir bien. Puis après, on va utiliser des questions ouvertes. Alors, une question ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est pas une question où on peut répondre oui ou non. L'objectif d'une question ouverte, c'est que ça soit suffisamment large pour qu'il y ait plein de réponses possibles. Mais par exemple, juste comment vas-tu? Généralement, on répond bien. Bah, même si ça commence par comment, c'est pas une réponse, c'est pas une question. Moi, mon fils, je lui demande comment ça s'est passé à l'école, il me répond bien, j'ai aucune information. Donc, plutôt, je vais dire, qu'est-ce que tu as appris de beau à l'école aujourd'hui? Bon, il va potentiellement me dire rien, mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu l'idée. En tout cas, les questions fermées, elles sont parce que on va pas, la question fermée, elle va se concentrer sur l'objet, et nous, ce qu'on veut, c'est se concentrer sur le ressenti du coaché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à questionner les croyances, les ressentis et les émotions. Bon, je l'ai déjà dit, je me répète un peu. Donc, je vous donnerai des autres exemples, mais bon, globalement, c'est quoi ton opinion? Ça te rappelle quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Enfin, voilà, ce genre de questions. Et puis, alors, il y a un autre truc qui est hyper important, c'est ce qu'on appelle la reformulation. On nous dit quelque chose, une situation, par exemple, et on va la répéter. On va reformuler ce qu'il dit, mais alors attention, parce qu'on ne va pas paraphraser, on ne va pas interpréter. On utilise le même vocabulaire que la personne elle a prise. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va faire un effet miroir. Typiquement, tu m'expliques quelque chose, voilà, il s'est passé ça, puis moi je te dis, d'accord, donc il s'est passé ça, puis toi tu vas me dire, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'en fait, le fait que je l'ai répété, je t'ai renvoyé ce que tu m'as dit, et en fait, ça t'apporte une connaissance. Et ça, c'est hyper dans l'active listening. J'ai encore oublié comment on dit en français. Voilà. Alors, en tout cas, ça a l'air simple. Dit comme ça, question ouverte et puis reformulation. Mais en fait, c'est pas du tout naturel. Déjà, nous, on passe notre temps à interpréter. Quelqu'un te raconte quelque chose, t'interprètes. Le cerveau, il le fait comme ça. Puis en plus, on passe son temps à juger ce qu'il nous dit la personne. Et on va donner son avis. Voilà. Tu parles avec, je sais pas, ta femme, ta mère, un collègue, voilà. Mais l'active listening, c'est pas du tout ça. T'es pas là
pour émettre un jugement, pour juger. Tu es là pour écouter en profondeur, reformuler, pour donner des informations via l'effet miroir. Alors, il y a un truc hyper important que je veux dire avant qu'on passe au suivant. La reformulation ne fonctionne pas avec une personne dépressive. N'utilisez surtout pas ça. J'aurais voulu le savoir avant. Parce qu'au contraire, ça empire la situation. Parce que si on utilise l'écoute active sur quelqu'un qui est dépressif, ben en fait, on va l'enfoncer dans sa dépression. Dans ces cas-là, si vous vous rendez compte de ça, il faut rediriger vers un professionnel. Moi, je ne le suis pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, médecine du travail, professionnel, thérapeute. En tout cas, on n'est pas formés, nous, managers, ou même coach. Même les vrais coachs, ils ne sont pas formés pour ça. Et ça, c'est dans l'éthique du coach. Une personne dépressive, non, désolé, on ne fait pas de session avec vous. Ouais, j'ai eu effectivement de mon côté aussi deux personnes dépressives dans mes équipes par le passé, et on se sent démuni. Donc c'est effectivement un travail de professionnel. Donc pour Ouais, puis avancer, vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y. Moi, je dis pour avancer sur la partie framework. Donc en pratique, quand tu as une séance de coaching avec une personne, comment est-ce que ça se passe step by step? Bon, alors, accueil de base. Après, on a l'explication de la situation. Là, je parlais du temps présent. La personne, elle arrive. C'est quoi sa situation maintenant? Donc, elle va expliquer sa situation. Qu'est-ce qui s'est passé potentiellement depuis la dernière fois ou pas. Peut-être qu'elle veut partir sur un sujet complètement différent. Alors, jamais trop différent de la problématique complète, hein, mais voilà. Et évidemment, on utilise l'active listening pour bien comprendre la situation. Et tu sais, déjà, des fois, rien que le fait d'expliquer quelque chose à quelqu'un, bah, ça nous apporte déjà des nouvelles perspectives. Donc, la situation, voilà, c'est la situation. Et puis après, on va travailler sur l'objectif. Par rapport à la situation qui a été exposée, quel est l'objectif du coaché? Comment il se sent par rapport à cet objectif, mais aussi qu'est-ce qu'il aimerait avoir à la fin de la séance. Pareil, on joue avec le temps. On a une séance d'1 heure. On est déjà, je sais pas, peut-être à un quart d'heure, 20 minutes, le temps qu'on est exposé à la situation, des fois même plus, hein, parce que des fois, la situation n'est vraiment pas claire. Qu'est-ce qu'on attend de cette séance? On s'assure que cette attente, elle est claire, et après, on passe à la stratégie. Donc, la stratégie, donc il faut que tu mettes voilà. La stratégie, c'est là qu'on va rentrer dans le cœur du coaching, même si avant, c'est hyper important. Si tu n'as pas fait les choses d'avant, ben, la stratégie, comme les choses d'avant ne seront pas bien définies, tu vas aller nulle part. Mais voilà, la stratégie, le coach, il va suivre diverses stratégies qui peuvent être très créatives. Vous avez sûrement tous entendu parler de coaching avec des chevaux, avec de la musique, avec des cartes. J'en ai vu avec des Lego que tu aurais sûrement adoré, Laurent. Ah oui, là, mais bon, c'est pas obligatoire d'avoir des chevaux sous la main. D'ailleurs, ceux qui font avec des chevaux, ils sont spécialisés là-dedans, le coach avec les chevaux. Mais on va pouvoir alterner, mais globalement, on va alterner différentes stratégies. Donc là, j'ai mis le venting. Donc l'idée, c'est de faire que la personne, elle puisse se livrer, se vider, sortir les sentiments, utiliser les émotions qui vont sortir comme levier pour travailler sur la problématique. Ça, c'est le venting et il est hyper important. Souvent, on veut être créatif, donc tout de suite, on va sur la créativité, mais le venting, il est vraiment hyper important. Il y a tout ce qui est augmenter la connaissance de soi, donc exploration des croyances, exploration du jugement, mais aussi, quand on parle de l'effet miroir, c'est aussi de l'augmentation de la connaissance de soi-même. Parce que comme on reflète ce que la personne nous dit, elle se la reprend, elle se dit « Ah oui, non, ah bon ?» Enfin, voilà, donc ça permet d'apprendre des nouvelles choses. Donc il y a tout ce qui est créativité, donc brainstorming, imaginer tout et n'importe quoi. Aussi explorer les ressources à disposition, voilà, vers où la personne, elle pourrait se renseigner, est-ce qu'il faut qu'elle fasse une formation, il faut qu'elle aille chercher, enfin voilà. Et puis aussi explorer tous les obstacles.
Et puis, bon, quand la séance se termine, il y a le closing, on va terminer la séance et on va demander à la personne c'est quoi son ressenti maintenant, parce que le ressenti entre le début et la fin a évolué. Et puis, on va aussi lui demander qu'est-ce qu'elle retient de la séance. Alors, des fois, c'est des choses qui sont très surprenantes. Ah, tiens, et ce petit truc-là, ben non, en fait, pour elle, c'est ce qu'elle a retenu le plus. Donc, voilà. Et donc, pendant toute la séance, la reformulation, elle doit être présente. Et donc, ça veut dire… Donc, Ouais, vas-y, pardon, Simone. Vas-y. Non, mais j'allais te dire, sur le slide suivant, je vous ai mis quelques exemples de questions qu'on peut… Ouais, je voulais juste te poser une petite question avant, Séverine. Donc, toi, typiquement, quand tu as je sais pas, un de tes direct reports ou quelqu'un de ces équipes qui vient te voir, que tu prends ta casquette de coaching, tu passes toujours sur toutes ces étapes. C'est le framework que tu utilises, que tu aies 1 heure ou une demi-heure avec la personne. Oui. Après, la stratégie, potentiellement, si les objectifs sont pas clairs, on va peut-être pas l'atteindre. Ouais, bien sûr. Ça arrive. Ouais. Ok, alors on avait préparé, enfin tu avais préparé, c'est une liste de questions typiquement voilà, que tu peux utiliser pour les différentes phases. Si ça te va, je te propose d'avancer. On partagera de toute façon les slides et le contenu avec l'ensemble des participants, donc ils pourront prendre le temps de les regarder afin qu'on soit certain de pouvoir adresser toutes les problématiques. Comme je disais, tu as beaucoup travaillé en préparation de ce webinaire et le contenu est assez riche. Est-ce que ça te convient, Séverine? Pas de problème. Oui, oui. Très bien. Donc, pour passer à la deuxième partie, donc on a vu ce qu'était le coaching et aussi ce qu'il n'était pas, le framework. Maintenant, qu'on sait ce qu'est le coaching, pourquoi, je disais en introduction, hein, tu es une des personnes qui a, je trouve, la conscience et la conviction la plus forte que tout tech lead et tout manager devrait aussi avoir une casquette de coach. Alors, à bien choisir, hein, on n'est pas tout le temps coach, mais dans certaines situations, c'est le levier le plus puissant. Pourquoi cette croyance? Je vais interroger ta croyance. Exactement. Déjà, regarde toutes ces citations. Donc, dans plein de livres, on peut pas être sans être un bon coach. Pour tout manager, la capacité de coacher les autres est une compétence de base. Enfin voilà, le coaching est un style managérial. Enfin voilà, on a des grosses injonctions, sachant que souvent ça se rapporte, on va dire, à une espèce d'ancien monde où avant, le chef, il disait ce qu'il fallait faire, les autres, ils suivaient. Ouais. Bon, maintenant, on oppose ça. Alors, ça, c'est l'ancien monde, on ne veut plus faire ça. Maintenant, on passe à la nouvelle ère. Ok. Donc, maintenant, moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était la suivante, c'était quels sont les avantages pour un tech lead d'utiliser des techniques de coaching dans son travail. Si tu pouvais aller sur… Ouais. Et puis, en fait, pour moi, quand on décide d'utiliser des techniques de coaching, on va choisir de faire confiance aux autres et aux membres de son équipe, et on va rendre le ownership à l'équipe. Donc, par exemple, en adaptant une posture de coach, on va privilégier l'écoute active, le dialogue ouvert. Et comme ça, en tant que manager, on va établir une confiance qui est plus forte avec les membres de notre équipe. Donc, ça va nous permettre de créer un espace sûr pour les conversations, pour avoir des vraies conversations honnêtes, améliorer la communication, et on va favoriser un environnement de travail collaboratif. Donc, plutôt que de donner des directives, les employés vont se sentir valorisés, davantage valorisés et respectés. Leur opinion compte. Et aussi, le fait d'avoir ça va favoriser un sentiment et de responsabilité dans les tâches. Pareil, ça accroît la motivation et la satisfaction au travail. Donc, on a un engagement et une motivation qui est renforcée au sein de l'équipe. Aussi, ça va améliorer la résolution de problèmes et ça va améliorer la prise de décision. Je m'explique. Comme on va inciter les membres des équipes à réfléchir de manière critique et indépendante, au lieu de se reposer sur un manager pour trouver les solutions, ce qui aussi mettrait beaucoup trop de pression au manager, et en plus, si c'est pas tout, donc ça marcherait pas bien, on va conduire à avoir une équipe
qui est plus innovante et qui va s'adapter aussi plus. Et ils vont être plus créatifs et ils vont être prêts à relever plus les défis. Ce qui leur amène une autonomie accrue et des compétences, un développement de plus de compétences pour les employés. Moi, j'ai beaucoup vu dans des équipes très hiérarchisées des juniors où non seulement on leur demande jamais leur avis, mais en plus ils veulent pas le donner parce qu'ils estiment qu'ils savent pas. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Donc pour moi, ce que je veux, c'est ceux qui sont juniors, je veux les encourager à développer leur autonomie et leur maîtrise, parce que ça favorise leur croissance personnelle et professionnelle. Je veux pas que ça soit, tiens, j'ai 10 ans d'expérience, puis cette fois seulement, je vais me préoccuper des autres. Non, depuis le début, on est une équipe, on a de l'autonomie ensemble, on a aussi une opinion. Voilà, donc et puis ça les rend plus compétents et confiants, parce qu'ils comprennent plus ce qui se passe. Sinon, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas la capacité de se remettre en retrait, de regarder la big picture. Et donc, ça, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de développer la culture d'apprentissage pour tout le monde et pour l'équipe. Donc, ça nous amène des équipes qui sont plus résilientes et plus compétentes. Donc, si je devais résumer, les managers qui vont coacher, ils vont être perçus comme plus bienveillants, plus empathiques et plus adaptables. Ce qui est considéré comme des qualités. En tout cas, ce que je considère comme des qualités. Aussi, pour les équipes, elles vont être plus autonomes, elles vont être plus motivées et plus innovantes. Et voilà. Donc, on se retrouve avec des équipes qui sont beaucoup. Je vois effectivement assez bien le levier avec ça sur la performance des équipes. C'est un sujet dont j'ai aussi eu l'occasion de parler il y a à peu près un mois avec Christian Finel. Il y a une étude qui a été faite, donc c'est le fait que je citais, une étude qui a été réalisée par Dora et qui montrait l'importance de créer une culture de l'apprentissage sur les équipes engineering, et que cette culture de l'apprentissage était directement, il y avait une corrélation forte en fait avec la performance des équipes. Ce que tu nous dis là, en fait, c'est que le coaching est un des leviers pour créer cette culture de l'apprentissage, un des leviers importants qui derrière a lui-même un impact sur la performance des équipes. Oui, tout à fait. Donc, ok pour les bénéfices, mais j'allais dire concrètement que tu parles de techniques de coaching. Voilà, est-ce que de quoi tu parles? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou nous réexpliquer comment une séance de coaching va se dérouler? Quels sont les outils que tu vas utiliser? Alors, en fait, c'est pas du tout comme je vous l'ai expliqué au début. Parce qu'une vraie séance de coaching avec un vrai coach, ce serait compliqué de la faire de la faire entre un leader et un leadé. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, le coach est censé en connaître le moins possible. Et normalement, le leader, il en connaît quand même un paquet. Il ne sait pas tout, mais il connaît déjà beaucoup de choses. Et en plus, il y a une relation de pouvoir entre le leader et le leader. Alors, ça peut être vraiment une relation hiérarchique, mais ça peut être tout simplement de l'admiration aussi, entre deux développeurs, un junior qui admire un autre qui est super fort, voilà. Donc il y a cette relation de pouvoir, même si on la veut pas forcément, parce que voilà, on aime bien aussi avoir avoir des équipes les plus flat possibles, mais en tout cas elle est là. Donc en termes de vrai coaching, c'est compliqué, c'est pas ça. Donc en fait moi, quand je parle de technique de coaching au sein du management ou pour un leader, je pense plus à un état d'esprit, à une posture et à une culture. Donc, l'écoute active, ça oui, pour sûr. Les managers, ils doivent pratiquer une écoute active
pour comprendre complètement ce que veulent leur dire les employés, sans interruption, à la rigueur en demandant plus d'informations, mais ça renforce la confiance et donc ça permet aux gens de se sentir plus écoutés. En tant que leader aussi, c'est hyper important parce que ça va nous permettre aussi de récupérer plus d'informations. Voilà, au lieu d'interrompre la personne. Ah, mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Attends, laisse la personne s'exprimer. Et puis, quand on pose des questions, poser des questions ouvertes, évidemment, comme je vous ai dit, mais aussi non jugeantes. Et ça, il faut faire hyper attention. Parce que pourquoi tu as fait ça? Derrière, il y a tu n'aurais pas dû faire ça. Il y a le jugement, quoi. Donc, plutôt à la place de pourquoi, il faut faire hyper attention au pourquoi. Il peut être assez agressif. C'est plutôt qu'est-ce qui vous a conduit à faire ce choix, par exemple. Ou de quoi vous avez besoin pour améliorer ce résultat. Au lieu de dire c'est nul. De quoi vous avez besoin pour améliorer le résultat. Donc là, l'idée, c'est d'encourager l'employé à réfléchir et à explorer des solutions. Et d'avoir un dialogue qui va être constructif plutôt qu'un jugement. D'utiliser aussi un langage descriptif plutôt que critique. On est aussi un peu dans le non-jugeant. Donc, d'écrire ce qui s'est passé. Voilà, il s'est passé ça. Et la personne, elle peut aussi répondre en disant non, en fait, c'est ça qui s'était passé derrière. Donc, des idées de questions. Aidez-moi à comprendre les défis que vous rencontrez au lieu de pourquoi ça n'a pas été fait. Et en encourageant les perspectives diversifiées, donc pas uniquement d'un leader, mais aussi potentiellement d'un quelqu'un de plus junior, ça va permettre d'accueillir différents points de vue. Les gens vont mieux se comprendre entre eux. Et puis, donc tout ça, en fait, finalement, on se rend compte que si le manager il donne l'exemple, ça va favoriser un environnement où les membres de l'équipe ils vont se sentir à l'aise pour partager leurs idées. Moi, il n'y a rien de plus déprimant d'assister à une rétrospective où les gens, on leur dit qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. Alors là, on peut être sûr qu'il y a un problème de culture dans cette équipe-là. Et puis, en réunion, en rétrospective, voilà, ne pas hésiter, s'il y a des gens qui disent rien, de les interroger. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce que tu en penses? Au moins d'avoir une idée et de leur laisser cet espace-là. Ensuite, on va aussi encourager l'auto-évaluation parce que ça va améliorer aussi leur self-awareness d'eux-mêmes. Donc, s'auto-évaluer. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est vraiment en retard. Je suis désolée. Et l'autodéfinition d'objectifs et l'autocréation de la stratégie. Parce que quand la personne elle va définir ses propres objectifs, elle va être plus impliquée. Puis elle a tel objectif. Mais si, alors, je dis une personne, mais ça peut être aussi une équipe. Au lieu que ce soit quelqu'un qui leur dise pour atteindre cet objectif, il faut faire ça, ça et ça. C'est mieux si c'est la personne ou l'équipe qui ensemble décident. Comme ça, ils sont plus impliqués. Ouais. Donc, en fait, et puis en plus, ça va être plus adapté. Ouais. Ce que tu nous dis là, Séverine, c'est que on ne peut pas réellement être un coach au sens théorique du terme tel que tu l'as défini au début, parce que dans l'environnement de travail, on a forcément une implication, que ce soit de pouvoir, c'est un collègue, on a des relations et on a déjà évidemment une connaissance et une compréhension du contexte, ce qui pose, ce qui est un problème pour la posture de coach. Il y a malgré tout l'ensemble des outils que tu as évoqués qu'on peut utiliser qui est extrêmement utile. Mais est-ce que ça veut dire que quand on écoute la démarche, le manager en fait ne prend plus de décision? Est-ce qu'on est tout le temps en mode coach ou pas? Alors, pas du tout. Le pur coach, lui, ne prend pas de décision. Mais alors, le manager, c'est pas un pur coach. Les compétences du manager, c'est une compétence du manager parmi plein d'autres. Le manager, il va apporter un cadre pour ses équipes.
il y a beaucoup de choses qui sont très complexes. Il va être à la fois superviseur direct, il va être donneur d'ordre, il peut être amené aussi à dire ça va pas, à corriger des erreurs, il va définir une stratégie, il va être responsable de l'évaluation des performances des gens. Donc, en fonction du contexte, il va manager, il va enseigner parfois, il va être l'expert, il va encadrer. Donc, tout ça, c'est complètement différent du coaching. Et il ne faut pas oublier que ça fait partie de la casquette du leader coach. En fait, le leader coach, il a plein de casquettes différentes. Et le coaching, il doit l'utiliser uniquement quand ça fonctionne, quand c'est utile. Parce que imagine, et j'ai vu beaucoup de fois, imagine, tu demandes à l'équipe voilà, elle doit chercher par elle-même, mais en fait, la vision, elle n'est pas claire. L'équipe s'éparpille, l'équipe se fait balloter au gré des flots, les gens ne sont pas alignés. Le leader, il est là pour définir aussi une vision, une stratégie, qui doit savoir communiquer, et seulement après, on peut demander de définir des objectifs. Mais si ça, c'est pas clair, ça donne typiquement des startups qui savent pas où elles vont. Et puis, il faut aussi que les gens ils soient prêts à vouloir coacher. Parce que dans le cas du pur coaching, c'est vraiment la personne qui arrive. Le coacher, il dit, bon, voilà, je me trouve un coach et puis on travaille sur ça. Là, derrière, éthiquement, tu commences à coacher quelqu'un et cette personne, elle sait pas ce que ça veut dire, elle peut être déstabilisée. Enfin, il faut faire aussi attention. Il faut être sûr d'être prêt que la personne, elle va comprendre la démarche et pourquoi on lui pose tel type de questions. Puis tu as des gens, ils n'ont pas du tout l'habitude qu'on leur avis. C'est quoi qui sait? Je vois pas pourquoi. Il te pose une question, puis tu leur réponds par une autre question. Alors là, il y en a, c'est pas possible. Enfin, c'est quoi ce manager? Il sait rien. Je lui pose des questions, il n'est pas capable de me répondre. Donc, il peut y avoir aussi un problème là-dessus. Donc, il faut faire attention aussi quand on fait ça. Ne vous mettez pas à coacher, je sais pas, votre famille déjà, parce que normalement, il ne faut pas, parce que vous êtes trop attaché à la personne, donc normalement, on ne coache pas sa famille. Mais en plus, ça peut être hyper intrusif et ça peut mal se passer. Donc, c'est un vrai contrat, en fait, explicite. Ouais, moi, ça m'arrive de dire, alors, si ça ne te dérange pas, avant de te donner mon avis, j'aimerais je voudrais comprendre un peu plus avec toi. Je vais te poser des questions. Je préviens la personne. Et puis, des fois, alors des fois, c'est aussi à l'expérience, avec une nouvelle personne, avec une nouvelle équipe, où est-ce qu'on en est, il faut qu'on apprenne à se connaître aussi. Ça va dépendre, je teste. Des fois, je vais être hyper directive, si j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut, puis des fois, je vais être quasiment en pur coaching. Et ça va dépendre du contexte. Et puis, des fois, je me trompe. C'est pas grave, j'essaie, ça marche pas, on essaie autre chose. Surtout, le manager coach, c'est pas une superstar. Si tu veux être le meilleur et que tu veux être reconnu pour ça, probablement que tu seras pas un bon manager coach parce que tu vas être pollué par cette volonté. Un manager coach, il doit être humble. C'est un peu connu, mais voilà, si ton équipe a des succès, c'est l'équipe qui a fait le succès. S'il y a des erreurs, c'est la faute du manager. Ouais, c'est ça. Après, maintenant, le manager coach, à cause de ça, il doit être attentif à ses propres comportements. Se connaître lui-même, donc la self-awareness. Il doit apprendre à bien se connaître et il est essentiel qu'il soit conscient de ses propres insécurités et travailler dessus. Je te donne un exemple. Pendant notre formation, c'était obligatoire de faire une thérapie en parallèle. Voilà, les 10 mois de la formation, il fallait faire une thérapie. Et je le recommande vivement à toute personne qui voudrait évoluer dans un rôle de leader ou de management, parce qu'il est important de prendre soin de soi avant de s'occuper des autres, mais ça permet aussi de se connaître, ça permet de grandir aussi, de gagner en assurance et de s'ancrer davantage. C'est hyper enrichissant pour quelqu'un qui va travailler avec d'autres, de connaître sa propre violence intérieure, et notre côté sombre. On a tous un côté sombre. Voilà, en le connaissant, on va travailler sur notre ego,
on va comprendre un peu plus les besoins qui sont derrière nos émotions. Voilà, quand quelqu'un me dit ce truc-là, d'un seul coup, ça me fout en rage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ça permet aussi d'identifier ses propres mécanismes de défense. Et ça, après, ça permet de mieux travailler avec tes équipes. Donc voilà. Et donc on a tous des biais. Donc dans les biais qu'on a très souvent, alors il y en a sûrement plein, mais il y a la peur de perdre le contrôle. Voilà, on a aussi nos billes dans le jeu. Donc dire à l'équipe, trouvez les objets, enfin voilà, travaillez, trouvez vos objectifs, ayez de l'autonomie. Pour certaines personnes, ça peut être hyper dur. On va avoir peur de perdre le contrôle, on va vouloir vraiment réussir, et puis on va faire du micromanagement. Donc voilà, il y a une confiance à avoir et qui peut être à faire attention. Et voilà, quand je vais être très dans le directif, je me pose la question à moi-même, pourquoi je le fais? Est-ce que c'est parce que derrière, j'ai peur que ça fonctionne pas? Je leur fais pas confiance. Enfin voilà. Et après, après je vais travailler là-dessus. Il y a la gestion de l'ego. Donc moi, après tout, je suis manager, je suis directrice depuis un moment, j'ai de l'expérience, moi je sais. Il faut qu'ils fassent comme moi je pense. Donc en fait, il va y avoir une gestion, un conflit entre les objectifs personnels et puis les objectifs globaux de l'équipe ou de la personne qu'on est en train de coacher. Non, tu ne devrais pas faire ça. Donc ça, il faut qu'on fasse aussi attention. Et puis, il y a aussi je suis dans une équipe, les gens sont importants pour moi, donc je veux qu'ils m'aiment bien, je veux que ça se passe bien, je veux absolument moi j'en ai plein, des managers, voilà, leur équipe, c'est hyper important, je veux que mon équipe, tout le monde se sente bien. Ouais, mais des fois, il faut aborder des sujets difficiles. Des fois, t'es pas là pour que ton équipe, elle t'aime. Et si c'est très, très important pour toi-même, pourquoi? Donc, voilà, avoir un recul. Et puis, pour finir, moi, je dirais, il ne faut pas s'oublier pour favoriser l'équipe. Il faut faire attention au burn-out. Être attentif, parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de managers qui ont beaucoup de pression. Et moi, je trouve qu'en utilisant des techniques de coaching, ça permet de prendre plus soin de soi, de déléguer aussi, de rester disponible pour les autres, mais avec moins de pression. Voilà. Très bien. Donc, il faut d'abord bien se connaître, si je résume, pour être le plus efficace possible dans sa démarche de coaching, et surtout utiliser les techniques ou la casquette de coach à bon escient dans le bon contexte, parce que sinon, ça peut être plutôt, on va dire, au détriment de l'objectif. Est-ce que tu peux, alors pour terminer, puisque je sais qu'on doit te libérer dans quelques minutes, tu as un meeting important, est-ce que tu peux partager avec nous un exemple de coaching avec une personne qui était, que tu as trouvé successful ou qui a engendré une vraie transformation chez cette personne, pour conclure? Alors, c'est un exemple qui m'arrive assez souvent. J'ai un manager qui a un problème avec quelqu'un dans son équipe. Je ne vais pas parler du cas en particulier, parce que déjà, ce qui se passe dans une séance de coaching reste secret. Donc là, je vais donner des exemples, quelque chose qui arrive assez souvent. Voilà, j'ai un manager qui a un problème soit avec quelqu'un qui manage, un développeur, soit qui manage un autre manager, et voilà, ça se passe pas bien. Donc, ça peut être les autres de l'équipe se plaignent de cette personne, la personne ne fait pas ce qu'elle a dit qu'elle ferait, les autres passent leur temps à tout le temps aider la même personne, et puis il y a des problèmes de communication. Donc, souvent, ça va être sur ces sujets-là. Dans ces cas-là, on va travailler, moi quand je vais aider le manager, quand je vais l'accompagner, je vais travailler beaucoup sur ce que ressent le manager par rapport à la situation, faire sentir, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il peut mettre en place comme stratégie. Mais je ne vais pas lui dire ce qu'il faut qu'il mette en place, même si j'ai déjà de l'expérience, parce que là, ce qui compte, c'est maintenant. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est jamais la même chose. On pourrait avoir l'impression que
bon, bah, ça arrive souvent, on devrait avoir la même solution tout le temps, mais non, c'est jamais la même chose. Et donc, alors en résultat, hein, j'ai des gens, après, ça se passe très bien, c'est-à-dire que la personne avec qui ça se passait pas bien est devenue quelqu'un qui est très important pour l'équipe, un leader même dans l'équipe, et puis il y a l'autre extrême où la personne, elle est partie. Donc on a vraiment étalé dans les résultats. Le spectre des résultats possibles. Ce qui est important, du coup, j'imagine, c'est surtout la clarté dans la situation, créer de la clarté dans la situation et dans le chemin à suivre ou la décision. Parce que la décision qui, quelque part, s'impose peut être, il va falloir se séparer de cette personne. Oui, ou pas. Et en fait, ouais, bien sûr. un truc que moi j'aime bien faire, c'est étirer. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que une des possibilités, et celle que généralement on n'aime pas, c'est faut se séparer de la personne. Parce que ça se passe vraiment pas bien. Et généralement, on veut même pas y penser. Mais en y pensant, ça étire et ça amène d'autres solutions. Et puis, qu'est-ce qui se passe si on la garde? Quel est le pire des cas si on la garde? Et en fait, en étirant comme ça nous amène plus de créativité sur où est-ce que ça nous emmènerait. Donc là, c'est typiquement, c'est typiquement toi qui vas poser ces questions justement ouvertes. Ça fait partie de la stratégie de créativité, j'imagine, que tu partages avec nous, pour aider la personne à explorer des recoins qu'elle a peut-être pas envie d'explorer, mais pour lui donner cette clarté dans les options possibles. C'est ça? Oui, tiens, une question, ça va être, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, la personne, elle me dit, le pire des cas, c'est il faudrait se séparer, mais alors il est hors de question qu'on fasse ça. Ça serait cruel, je veux pas, alors après, il y a tout au niveau légal. Bon, alors aux États-Unis et puis en Inde, c'est pas tout à fait la même loi, mais ça change rien. Même quand c'est facile de s'arrêter avec un collaborateur, derrière, mais il a une femme, il a des enfants, voilà. Et puis bon, ça amène beaucoup d'émotions derrière. Et en fait, j'ai jamais eu finalement un manager qui est arrivé à cette extrémité. En fait, même quand la personne est à cette extrémité, il y a plein de choses qui ont été mises avant. Des plans pour améliorer, changer d'équipe. Voilà. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est l'effet miroir ici, qu'on va utiliser énormément. En répétant ce qu'a dit la personne, elle va dire « Ah ben non, en fait, c'est pas ça que je voulais dire. Ben non, c'est pas ça. » Et en fait, on a cet effet miroir et en fait, ça fait évaluer sa perception. Ah ben non, je ne voudrais pas que cette personne parte dans ces circonstances-là. Par contre, s'il se passait ça, ça et ça, mais bon, là, je parle du plus négatif. Souvent, on va vers du très positif, où la personne est à monter en compétence, en fait. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire évoluer la situation. Donc, je ne suis pas là à me dire « Ah ben, il faudrait qu'il fasse ça. » Oui, mais est-ce que tu peux le forcer à faire ça? Ah ben non, je ne peux pas le forcer. Ok, donc toi, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Toi, parce que tu n'as d'action que sur toi-même. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est une perspective extrêmement intéressante. Mais écoute, Séverine, puisque je vois qu'on arrive au bout, merci beaucoup pour ce partage, pour ta contribution. Je vois qu'on a pas mal de retours sur le chat. Est-ce qu'il y a des livres qu'on recommande? Eh bien, je vous mets la bibliographie que Séverine vous conseille. On a, juste avant que vous quittiez, un petit sondage pour prendre du feedback sur ce webinaire. On sent que c'est un sujet qui te passionne, hein, Séverine. On aurait pu faire 2 heures de conversation. En tout cas, merci à tous pour votre temps, pour vos feedbacks et surtout un grand merci, Séverine, pour avoir partagé ton amour de Besançon, mais aussi la valeur du coaching comme casquette pour le manager. Ouais. Bon bisous à toi. C'était un plaisir. Et bonne journée ou bon après-midi à tous les Français et bonne matinée à tous les Américains. Bye bye. Merci.